Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Ok, on recommence, c'est bon. Quoi ? Ah, mais fallait Non, enregistrer. non, recommence pas. Hein. Non, c'est bon. Oh là. 1, 2. Ah non, merde. 3. Attends, on sait plus faire à distance, ça fait longtemps. C'est trop compliqué. J'en peux plus. Épisode 37 du Contrecast, c'est parti. Le Contrecast, c'est quoi ? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On va commencer ce traditionnel tour de table en remote cette fois-ci, puisque Covid oblige, avec Trus, notre magicien chroniqueur monteur. Comment ça va ? Menteur ? Ah non. Monteur, j'ai Monteur. dit. Est-ce que Ok, c'est mais moi qui ai ça mal va. prononcé ? Ça va. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Je vous parle d'addiction, de Big Pharma et de tout ce qui tourne autour. Est-ce que j'ai envie de te dire que ça devient une mauvaise habitude. Pourquoi Parce que référence à tes sujets précédents. Ah oui, j'avais pas parlé de Big Pharma dans les sujets précédents. Pas de Big Pharma, mais d'addiction. Enfin Ah oui, mais en de même temps, on a un stupéfiants podcast et où on autres, parle tu que vois. d'addiction. On est, ouais. Ok, ça passe. On continue avec le meilleur. Non, je rigole. C'est pas le meilleur. Il faut que j'enlève cette nomination parce qu'après les autres vont m'en vouloir. Mais du moins notre bon élève qui avait son sujet avant même la date d'enregistrement pour cet épisode. C'est pas moi. Seth, comment ça va ? Alors, je suis pas le meilleur, du coup, je me sens un peu vexé d'un coup. Ok, le meilleur, on garde C'est le le meilleur. Non, en fait, non, pardon, c'est pas le meilleur du tout. Non, mais je voulais pas. Non, mais tu sais, c'est comme les parents, tu peux pas dire lui c'est mon préf, mais tu le sais très bien qu'il y a un préf à chaque fois. Putain, d'accord. Ok, puisqu'on peut pas le dire, ok. Mais sinon, ça va. Sinon, t'étais ma présentatrice préférée, mais bon, plus du tout. Bah ouais, mais ça marche pas parce que. Bah si, il y avait Jordan avant toi. Ouais, mais j'étais pas ta Ouais, mais. présentatrice préférée. Ouais, ta présentatrice. Ah oui, en genre, ça y est, bien joué. Bravo l'inclusion. J'avoue, 100% inclusion. Parfait. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Zef ? Je vais vous parler de religion, de Jésus, de Dieu, de sa naissance. Eh ben parfait pour faire transition avec le sujet de Petrus. Et enfin, celui qui, à contrario, m'a envoyé son sujet la veille, après au moins 3 pings de rappel sur notre Slack Contrecast. John Couscous. Ouais, en fait, je captais pas le jour où je t'ai envoyé le truc. Ouais. Non, en vrai, j'ai mon sujet depuis longtemps. C'est juste que je voulais pas le dire tout de suite. C'était pour faire genre, c'est tout. Non, tu mens. Ok. Mais comment ça va ? Moi, ça va toujours très bien. Ça va toujours très bien. Ça va. Et qu'est-ce que c'est ton sujet aujourd'hui ? Moi, je vais vous parler de la vie de tous les jours, quand on fait ses courses au supermarché, en gros, quoi. J'adore, on est de plus en plus vague sur la définition de nos sujets à chaque épisode. Ok, bah écoutez, j'ai envie de dire c'est parti pour le premier sujet. Cutrus, c'était d'ores et déjà un habitué des sujets touchant de loin ou de près à la drogue. Et cette fois-ci, plus particulièrement d'opioïdes. J'adore parce que je fais des, je crée des rumeurs comme ça. Mais ça fait au moins, 2 épisodes où tu nous en fais mention quelque part, je crois. Je t'avoue, j'ai oublié le sujet de la dernière fois, donc. Il y avait Disco Elysium. Ah oui. Et alors l'autre, je sais plus, mais je crois que ça. Ah mais ça si, c'était Porcupine Tree. Et ça parlait aussi de drogue, effectivement. Oui, voilà. Waouh, attends, mais c'est une épiphanie là. Tu crois que j'ai un problème en fait ? Je pense que il faut qu'on en reparle. Il faut qu'on restera à la fin de cet épisode pour qu'on puisse en parler tous ensemble et que tes amis puissent te soutenir dans cette difficile période.
Mais en tout cas, est-ce que tu nous parlerais pas tout d'abord de Dopsic? Ah si, bah si, ça tombe bien. Donc Dopsic, série qui est sortie d'abord sur Hulu cette année, en octobre je crois, et qui est disponible sur Disney+, et je crois aussi sur Canal, mais je suis sur MyCanal, mais je suis moins sûr, donc vous vérifierez. Et Dopsic, en fait, on peut traduire ça par, en fait, ça veut dire malade, mais malade de la drogue. Donc en fait, on peut traduire ça en français par le manque, voilà, si vous préférez. C'est Pardon, c'est une mini-série en 6 épisodes d'une heure à peu près. Et en fait, c'est une série mais qui parle de faits qui se sont réellement passés. Et ça parle de la crise autour de l'Oxycontin qu'il y a eu aux États-Unis à la fin des années 90 et qui continue toujours. Alors, c'est quoi l'Oxycontin ? Je crois qu'en français, on dit oxycodone, c'est le nom de la molécule. Et en fait, c'est un opiacé assez puissant. Vous allez me dire, ok, super, mais bon, d'accord, on va faire une série là-dessus, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, ça a été un des, on va dire quoi, je pense que c'est quasiment le plus grand scandale américain sur le marché du médicament, et peut-être même mondial. Je crois, je sais à peu près qu'il y a eu 400 à 500 000 morts, en fait, dus à ce médicament, que ce soit sur de l'overdose ou autre. Des suicides, ce genre de choses. Et pourquoi ? Alors en fait, ça a été lancé par la firme pharmaceutique Purdue Pharma, qui est détenue par une grande famille, et là du coup la série rejoint un peu Succession si vous connaissez, la famille Sackler, qui est je crois la 3e, si je ne me trompe pas, famille la plus riche des États-Unis, sont devant Rockefeller et juste derrière les fondateurs de Budweiser. Donc c'est une grosse famille, là on est dans les hautes sphères, et c'est une famille qui est connue pas pour les médicaments parce qu'ils font bien attention de ne pas mettre leur nom sur Purdue Pharma ni sur le nom de l'Oxycontin. Ils sont connus pour être des grands mécènes de multiples musées. Il y a même une aile Sackler au Louvre, il y en a dans les plus grands musées, il y en a au Guggenheim, il y en a à la Tate Gallery à Londres, etc. Donc des gens plutôt bien, parce que finalement, tu vois, c'est des mécènes, c'est plutôt cool. Et en plus, c'est aussi une famille, alors ça c'est pour la petite histoire, c'est une famille qui est c'est un peu le rêve américain. Ils sont arrivés en 1920, c'était des immigrés juifs polonais, je crois. Et ils se sont, en fait, ils ont fait leur richesse. Ils étaient 3 frères. Ils ont fait leur richesse en achetant une petite manufacture de médicaments qui faisait entre autres du Valium, etc., bétanine, etc. Et ils ont réussi à monter en fait les échelons comme ça grâce à leur ingéniosité marketing, on va dire, parce que cette famille Sackler, donc Purdue Pharma, c'est les premiers à avoir vraiment mis en place des processus marketing et publicitaires autour des médicaments. Et notamment donc autour du Valium, où ils ont réussi à faire en sorte que l'utilisation du Valium soit beaucoup plus large et beaucoup plus utilisée que dans le simple traitement, je crois, de maladies psychiatriques. En tout cas, c'était ça qui était à l'époque. Donc voilà, ils sont déjà connus en fait dans le milieu du siècle pour ce genre de pratique. Donc je crois que vous voyez venir à peu près le truc, c'est que ce ne sont pas juste des fabricants de médicaments. Et donc, dans les années 90, un des fils, Richard Sackler, qui a la tête, en tout cas très haut placée dans cette société, veut commercialiser l'Oxycontin parce qu'il leur faut un nouveau médicament star pour pouvoir gagner des milliards de dollars, bien évidemment, et aider les gens peut-être. Et donc, le problème, c'est que l'Oxycontin, c'est un opiacé. Et les opiacés forts, un peu comme la morphine, on sait très bien qu'on en devient très vite addict. Et c'est pour ça qu'en fait, les traitements sont très courts dans le temps. Quand on a une opération ou un truc comme ça, on nous met sous morphine, mais ça dure que quelques semaines, parce que sinon, après, on devient complètement dépendant, et je cherchais le mot en français, dépendant aux opiacés, et donc c'est très, très dangereux. Mais ces petits malins ont basé toute leur communication en disant oui, l'Oxycontin, ils sont la molécule, le comprimé est enrobé en fait dans une espèce de un enrobage spécial qui fait que c'est diffusé très doucement dans l'organisme pendant 12 heures, et donc il n'y a aucune dépendance. Et ils se basent sur un article scientifique qui dit qu'il n'y a que 1% des patients qui deviennent dépendants. Donc super, en fait on a un opiacé qui permet de soigner les fortes douleurs et qui ne fait pas devenir dépendant.
Bon, bah bingo. À côté de ça, déjà, c'était un argument fort. Ils arrivent à le faire écrire par la FDA, qui est l'agence du médicament américaine. Oui, c'est ça. Et en disant, voilà, ce truc n'est que très peu dépendant. Du coup, à côté de ça, ils mettent en place une force commerciale de vente de ouf. Genre, je crois, ils ont été jusqu'à 700 personnes pour aller sillonner tous les États-Unis pour dire, voilà, regardez, c'est pas du tout dépendant, c'est un opioïde puissant, donnez-le à vos patients, et voilà, donnez 10 mg par jour, matin, soir, et les douleurs disparaîtront. Et donc, effectivement, on voit ça dans la série, et on se retrouve particulièrement dans un des bassins miniers des États-Unis, donc les rednecks, région très pauvre, où les gens meurent très tôt, meurent jeunes à cause du travail de la mine, beaucoup d'accidents de bras, de poumons, des douleurs dans le dos, des douleurs chroniques, des trucs assez graves. Et c'est un peu génial, quoi. Quand on est fabricant de médicaments et que tu traites la douleur, tu veux aller dans ces endroits-là pour vendre ton médicament. Donc ils ciblent pas mal ces régions-là, ils font beaucoup d'expériences, donc je crois que c'est dans l'Indiana où se passe ça. Et notamment, on va suivre la vie dans cette série de deux protagonistes principaux, on va dire. Il y a Michael Keaton, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a Michael Keaton qui est fantastique dans cette série, et qui joue un de ces médecins de campagne très proche de sa communauté, et qui commence à les soigner grâce à l'Oxycontin, et ça marche formidablement. Les gens n'ont plus mal, peuvent retourner travailler, retrouver une vie, etc. etc. Et on va suivre aussi une jeune fille qu'il traite, qui est travaillée dans la mine, qui se blesse au dos et qui va être aussi traitée avec ça. Bien évidemment, les personnes qui sont traitées avec ça deviennent accros aux médicaments, ont besoin de plus en plus de doses pour ne plus avoir mal, parce qu'on devient, tolérant, c'est ça? Ou intolérant, je sais plus. Ouais, c'est ça, tolérant. Ouais, intolérant. Intolérant à la. Ou résistant, enfin je sais. Résistant aux médicaments, quoi. C'est ça, et du coup, il faut donc ils ont des retours, on leur dit, mais écoutez, les gens se réveillent avant 12 heures parce que en fait, ils ont encore mal, donc le médicament ne marche pas comme vous le dites. Et là, derrière, tu as toute une machinerie commerciale et complètement mensongère de la société qui dit d'abord on va dire qu'il faut personnaliser le traitement. Donc ils inventent des termes, ils écrivent des faux articles, ils font des entre guillemets des faux articles, ils mettent en place des séminaires avec des pseudo-experts là-dessus, où ils invitent les médecins et ils leur disent de venir, ils leur font assister, ils leur disent il faut personnaliser les doses. Alors qu'est-ce que ça veut dire personnaliser les doses? Ça veut dire les doubler. Donc ils passent de 10 à 20 mg, etc. Et puis au fur et à mesure, le problème s'aggrave de toute façon quand tu prends des opioïdes, tu deviens de plus en plus résistant, donc il t'en faut de plus en plus, sinon tu es dans des crises de manque, donc le Dopsic, qui sont horribles, qui sont des douleurs apparemment atroces, on a l'impression qu'on va mourir apparemment, etc. Donc on est complètement camé, quoi. Et on va découvrir dans la série plusieurs stratégies comme ça commerciales. Ils vont inventer un terme qui s'appelle la douleur paradoxale, qui est quand certains patients ont cette douleur très très forte, donc en fait il faut doubler leur dose, quoi. Et etc. Ils vont faire des comprimés de plus en plus forts, des 40 mg, ils veulent même sortir un 160 mg qui est 16 fois plus que le premier qui est prescrit au tout début, etc. On se rend compte que les patients en fait deviennent accros, essaient d'en trouver en dehors de la prescription de leur médecin, etc. Voilà. Et moi j'irai pas plus loin. Et donc on suit ça. On suit aussi une équipe de procureurs de Virginie qui eux ont commencé à se dire mais ça va pas du tout en fait, et qui donc montent un dossier. Et on suit un peu le dossier qu'ils montent contre Purdue Pharma pendant 20 ans. Et plus quelqu'un de la DIA, donc les stupes américains, qui pareil enquêtent, etc. Bon, je vous raconterai pas évidemment toute la série. C'est construit narrativement avec beaucoup de flashbacks, ce qui peut être très compliqué à suivre parce que on va passer de 1995 à 2017 à 2011 à 2001. Alors même s'il l'indique en fait avant chaque scène. Franchement, les premiers épisodes, ils sont un peu durs
à comprendre en fait, surtout que sur 20 ans ils n'ont pas vraiment vieilli les acteurs, donc tu t'arrives à repérer des fois avec les vêtements ou ce genre de trucs. Bon, après quand t'es complètement dans l'intrigue, ça va, tu repères, c'est quand même assez dense, c'est une série quand même qui est très dense. C'est quasiment du documentaire, même si ça reste de la fiction. C'est dur, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de facile forcément à regarder, parce qu'on voit quand même des gens qui tombent dans l'addiction, on voit des overdoses, on voit que les drogués en fait dans la rue commencent à voler des pharmacies pour aller chercher l'oxycontin, le réduire en poudre, le sniffer. Après les mecs ils arrivent à trouver des trucs pour s'injecter directement. Enfin bon, c'est l'univers de la drogue, donc c'est pas très très drôle. Mais c'est hyper intéressant. Tu hallucines, tu regardes le truc, tu fais mais attends, il y a eu 400 à 500 000 morts aux États-Unis à cause de ça, et on en a pas entendu parler. Bah ouais, j'avoue que c'était un truc que je me disais, c'est qu'il y a eu aucune couverture médiatique, et je suis assez surprise qu'il n'y ait pas enfin, il y a peut-être des documentaires, hein, c'est juste que je me suis pas tellement renseignée sur la question, mais tu vois, je vois très bien le format documentaire rentrer dans l'affaire. Et alors moi j'avais peut-être, mais ouais, c'est ce que je disais, c'est que j'ai pas tellement cherché sur le sujet, mais je trouve ça ouf parce que dans ma tête de citoyen pas forcément très alerte par rapport au process pharmaceutique, je m'étais dit qu'il y avait tout ce qui est études et tests de médicaments, ça passait par l'OMS, enfin, ou du moins une entité semblable américaine, quoi, internationale, et que ça devait être vérifié à minima, tu vois. Donc genre les mecs, ils ont inventé des études. Alors en fait, je vais spoiler un peu là-dessus, mais parce que c'est vraiment un truc de ouf. Cet article des 1% de personnes qui deviennent dépendants seulement, et qui a été utilisé pour convaincre la FDA plus, enfin évidemment plus de la corruption, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais. En fait, ça n'a jamais été un article. C'était un courrier des lecteurs d'un médecin qui avait écrit dans une revue scientifique et qui lui avait constaté ça dans un cadre très précis dans un hôpital. Et t'as tout un truc où t'as le procureur, ils sont une quarantaine, ils sont en train d'éplucher toutes les revues de cette petite revue scientifique à chercher l'article, ils trouvent pas l'article. Et à un moment donné, il se dit, mais je sais plus comment, ils se disent, mais ça se trouve, c'est le courrier des lecteurs. Ils cherchent dans le courrier des lecteurs et ils trouvent le mec, il a écrit, je sais pas, il y a 5 lignes où il dit, oui, dans cette étude spécifiquement en hôpital, je n'ai vu que 1% des gens devenir dépendants. Genre le gros troll, quoi. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On apprend aussi que, tu vois, Sackler, enfin Richard Sackler, donc vraiment le grand méchant, on va dire, de Purdue Pharma, mais c'est tous des salauds. Il a essayé d'attaquer par l'Allemagne en Europe, en fait. Ouais. Pour pouvoir diffuser l'oxycontin de façon très agressive. Et il disait, pourquoi l'Allemagne ? Parce que l'Allemagne, c'est là où il y a le plus de contraintes. Et il dit, si j'arrive à passer l'Allemagne, j'aurai toute l'Europe pour moi, quoi. Et c'est que des trucs comme ça. Mais enfin, c'est assez fou, quoi. Et du coup, j'ai aussi appris qu'on avait eu un peu un cas identique en France avec la codéine. Alors moins balèze, mais pareil que la codéine était utilisée par les drogués pour se droguer, etc. Enfin bref. C'est pour ça qu'elle a été réglementée derrière. Ouais, c'est ça. Et voilà, juste... Oui, vas-y, pardon. Non, je veux dire, c'est marrant parce que quand vous parlez de l'étude du médecin qui parle des 1%, un truc comme ça, qui paraît dingue, en fait, ça met en exergue tous les trucs dont on se rend compte sur les dernières années, justement, sur les études de médicaments, sur le fait que ces études sont en général demandées par des groupes privés qui sont parfois payés par le groupe en question pour faire une étude qui montre sur son meilleur jour l'intérêt d'un médicament ou qui atténue les effets contradictoires, enfin pas contradictoires, secondaires, négatifs et le reste. Ouais. Et en fait, ça c'est tout le débat qu'il y a autour de ça, mais pas que autour du médicament. Hein. Ça, on parle aussi de ça dans les groupes financiers qui pour l'écologie verte, pour les émissions carbone, les trucs comme ça, qui sont en général faites par des entreprises privées qui sont payées par ses propres entreprises pour pouvoir avoir des études qui sont pas complètement qui sont juste sur 90% des aspects qu'on présente, mais il y a énormément d'aspects qu'on va laisser de côté justement pour pouvoir présenter que les meilleures choses. Et en fait, ça rejoint aujourd'hui le problème de
des anti-vax et pourquoi en fait on a aussi des personnes qui ne croient plus ou qui ont du mal à croire à ce genre d'études, quoi. Ouais, Ouais, mais bien sûr. en fait, à minima, moi, je me serais dit, tu vois, que ce soit de l'ordre d'études qui ont été soit faussées, soit plus ou moins reformulées, mais qu'au moins il y ait une certaine consistance, tu vois, dans le fait qu'on est dans la démarche de vérifier la Ouais, mais viabilité d'un médicament. Moi, je trouve ça c'est ouf. pas aussi simple. Enfin, je crois que ça fait partie des plus gros scandales américains qui est suivi ou qui suit le scandale sur la cigarette. Et Ouais. autant pour la cigarette, c'est un truc qui a été débunké ultra tard. Je crois qu'on parle des années 80, quoi, tu vois, où t'as des procès qui ont eu lieu à foison et sur je crois qu'on appelle les 7 menteurs ou un truc comme ça, sur les personnes qui étaient responsables des plus grosses compagnies de clopes aux États-Unis et qui eux-mêmes devant un juge sur la Bible en jurant en disant non, je n'étais pas au courant que la cigarette pouvait rendre dépendant et qui était foncièrement ok avec ça, quoi, tu vois. Donc du Mhm. coup ça c'est pas étonnant. Enfin quand on parle de milliards de dollars, on parle de milliards de dollars, quoi, genre. Ouais, Ouais. c'est- Et John Ah, pardon, dis-moi, vas-y, continue. oui, juste pour revenir sur la série, là j'arrête au niveau de l'histoire et du fond, quoi. La série est superbe, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très très bien réalisée, la photo est très belle. Les acteurs sont tous ouf, franchement, Michael Keaton, c'est un des meilleurs rôles dans lequel je l'ai vu. Michael Keaton en même temps. Ouais, bah ouais, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, il y a tellement de bons acteurs. Il y a aussi, comment elle s'appelle, celle qui joue Michelle dans Daredevil. Là, comment moi, je ne me rappelle plus. Rosario Dawson, qui joue justement une inspectrice de la DEA. Enfin, il y a vraiment une pelletée de super bons acteurs. C'est hyper bien réalisé. Le seul petit bémol, c'est le découpage qui est un peu compliqué à prendre au début, quoi, qui est un peu déconcertant. Mais voilà, enfin, je la recommande beaucoup. Sachez que c'est tiré d'un livre, alors un livre documentaire qui s'appelle Dopesick, Dealers, Doctors and the Drug Companies at Addicted America. Voilà, de Beth Macy. Donc si ce sujet vous intéresse, vous pouvez du coup procurer le livre qui est aussi traduit en français. Et puis voilà. Très très cool. John, est-ce que ça te donne envie? Est-ce que les grosses corporations de pharmacie te donnent envie? Ouais, alors en fait, j'avais entendu parler de cette série il y a pas très longtemps et je viens de faire le lien maintenant et je suis trop chaud pour la voir. Surtout que c'est une série assez courte, donc qui se dévore assez vite. Et je connais pas trop le sujet, mais je suis sûr que ça va être très bien d'après ce que j'entends. Donc ouais, ça me donne envie de regarder, de m'y intéresser, ouais, clairement. Puis un Et bon Zef casting aussi, je trouve. Ouais, bon casting, hein, franchement. Zef, chaud? Ou déjà vu? Je suis jamais très chaud pour ce genre de série parce que ça me déprime un peu trop, en fait. Je sors de là très mal et assez énervé en général. Donc c'est pas le genre de... Mais je vois complètement l'histoire que ça donne et du coup, bah, voilà. Je vais pas regarder, j'imagine très bien ce que ça peut donner. C'est comme les trucs de... Je crois que Michael Keaton, il avait fait un film aussi sur McDonald's, The Founder, je crois. Et Oui. c'est pareil, c'est le genre de film que j'ai pas oui, envie de voir vachement bien. parce que ça me rend ouf. Voilà. Dès que C'est ça parle horrible, trop de mais lobotomie, j'avoue- le truc, ça me rend dingue. T'as beaucoup d'humanité aussi dans la série. Hein. Bah oui, ils sont obligés pour comme pas c'est- trop... ouais, comme c'est dans le monde réel. sinon tu te tires une balle à la fin. Mais bon. Ouais, c'est aussi le cas de toutes les séries sur les déboires judiciaires et le système judiciaire américain où Carcéral vraiment, ouais, c'est Plankton. vraiment juste un gros troll à chaque fois, quoi. Et ben merci Cutrus pour cette chronique sur Moi, j'ai Dopesick. fini la trilogie de la drogue, alors du coup, j'essaye autre chose la prochaine fois. Bah, la prochaine fois, faudra passer sur un autre sujet un peu plus, un peu moins, voilà, un peu Ouais, les moins drogues drogue, récréatives. quoi. Ok. Enfonçons-nous encore plus. C'est ça. En tout cas, Dopesick, c'est sorti en octobre 2021 et je crois que tu avais dit 6, mais moi j'ai lu 8 épisodes sur Wikipédia. C'est Wikipédia qui me l'a dit. Ah, désolé, je me suis trompé. Et c'est réalisé par Danny Strong qui a aussi fait Empire et c'est dispo sur Disney+ et effectivement sur MyCanal. Je le savais en tombant dessus qui serait client pour ce genre de show, mais j'ai gardé ça un peu secret jusqu'à aujourd'hui.
Les sermons de minuit ou Mass Midnight. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Zef? Ouais, et je note d'ailleurs que beaucoup de personnes autour de moi l'avaient déjà vu, avaient kiffé, mais juste ça ne m'avait pas pensé que ça pourrait être parler pas. Donc j'étais un peu vexé, mais bon, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Donc Mass Midnight, pour vous raconter comment j'ai découvert cette série par moi-même, puisque personne ne m'en a parlé. En fait, c'est faux, j'ai un pote qui m'en a parlé genre fin novembre, et quand j'ai dit que j'allais regarder, il m'a dit voilà. bah oui, tu m'écoutes plus. Donc on est le 25 décembre. Véridique. Et comme j'ai pas reçu de cadeau du père Fouettard, je m'ennuyais un peu chez moi. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller jouer un peu à la PS5, à Guardians of the Galaxy. Après tout, c'est déjà une journée de merde, autant continuer avec un jeu mauvais. Attends, je pense que cette anecdote est fausse. Ah non, c'était pas un jeu. Du coup, au bout de 15 minutes de jeu, j'étais à terre en train de dormir et de baver tellement c'est ennuyeux. Donc, je me suis dit, quitte à regarder un truc un peu chiant, au lieu de jouer, je vais regarder un truc sur Netflix. Donc, je vais devant mon PC, j'allume Netflix, je regarde, et là, en pleine gueule, il m'envoie le truc Mass Midnight. Tu sais, quand vous arrivez, il te met souvent un truc en fond. Enfin, en gros, il te balance le trailer, t'as rien demandé, il te le met en plein dans la gueule, c'est un peu relou, mais bon, voilà quoi. Donc je vois ça, je regarde un peu le trailer, et bon, comme sur Netflix, ces derniers temps, j'ai un peu regardé des trucs pas ouf, comme la saison 3 de Titans par exemple. Bon, voilà. Et Netflix s'est dit, bon, mec, tu perds ton temps sur ce jeu de merde, tu regardes des mauvaises séries, moi, aujourd'hui, je vais te proposer un truc un peu mieux. Et il y a de la marge, donc ça va, il pouvait pas trop se tromper. Donc du coup, il me met direct en gros plan, Mass Midnight, bam, boum, allez, regarde ça, ça tombe plutôt pas mal. En plus, on est le 25 décembre, messe de minuit, ce serait pas mal pour regarder ça. C'est un peu comme, tu vois, tu l'as ou pas? Parce que oui, Mass Midnight, c'est messe de minuit, hein, pour les francophones, du coup. Du coup, je lance le truc sans trop y croire, en vrai, parce que les séries à coup de 1 heure par épisode sur 7 épisodes, j'avoue que parfois je décroche assez rapidement. J'ai tendance à allumer la Switch et à regarder d'un œil, quoi. Et d'un coup, je rouvre les yeux et il y a 4 épisodes qui sont passés. J'ai pas compris du tout. Enfin, je rouvre les yeux dans le sens, je décolle les yeux de l'écran. C'est plutôt dans ce sens-là. J'ai regardé les 4 épisodes, hein, je vous rassure. Et du coup, j'ai pris un peu ma claque d'un coup. Et puis là, Netflix est revenu en disant, alors, hein, tu fais quoi, connard, maintenant? Tu regardes tout, tu bouges plus et tu regardes la suite. Et c'est à peu près ce que j'ai fait. Donc Sermon de minuit pour la traduction en français, que je trouve pas si mal pour une fois. C'est une série donc en 7 épisodes de 59 à 70 minutes pour la fin. C'est un peu long, je trouve, pour ce genre de truc, mais ça, on voit pas trop le temps passer. C'est une création de Mac Flanagan. Alors Flanagan, je pensais que c'était l'aventurier dans le truc de Picsou là, mais apparemment c'est aussi un réal qui a fait pas mal de choses. A priori, c'est lui qui est derrière The Haunting de Bly Manor. Hill House. Ouais, et non, Haunting. Juste Hill House, non? Non, il a fait les deux, je crois. Ah. Tu me mets un doute. Non, il y a peut-être que Haunting House, oui, effectivement. Hill House, oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, bon, et c'est lui qui est derrière tout ça, qui est quand même une assez bonne série, hein, on va pas se le cacher. Enfin, moi, j'avais assez kiffé de la regarder. Et dedans, on retrouve d'ailleurs une actrice qui avait dans Hill House, qui est Kat Siegel, qui était, à mon sens, une des meilleures actrices. Attends, c'est qui dans C'était la sœur, tu sais, qui pouvait toucher les gens et qui ressentait les choses et qui portait toujours des gants, là. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. On retrouve Raoul Colli, et lui, on l'aime. Incroyable. Parce qu'il est stylé, parce qu'on a envie de se toucher quand on le voit à l'écran. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans Mass Midnight? En fait, le début de la série, on est sur une route, on voit qu'il y a eu un accident de voiture assez grave. Il y a un mec qui est assis sur un trottoir, on pense qu'il est une des victimes, en tout cas, il regarde une nana qui est allongée par terre avec les pompiers qui sont en train d'essayer de la réanimer. La ranimer, pas de la réanimer, ça serait notre truc. On y arrive, mais c'est pas encore ça. Et du coup, lui, il la regarde un peu les yeux dans le vide en se rendant compte, pas vraiment, il est un peu dans un autre monde, ce qui est en train de se passer. Et il y a un pompier qui arrive, qui s'occupe un peu de lui. Et lui, il pose la question, est-ce qu'elle va s'en sortir? Et le pompier lui répond,
Non, et c'est bien dommage parce que en général, c'est toujours les victimes qui meurent et ceux qui provoquent les accidents qui s'en sortent. Et là, on comprend que c'est lui qui a provoqué l'accident et que en fait, juste après, il se retrouve en tôle, jugé, conduit sous état d'ivresse. Il prend, je crois, 4 ou 5 ans, je pense, un truc comme ça. Et en fait, il se couche sur sa couchette de prison. Il est dans sa cellule et en fait, il est allongé, donc l'écran. Et on le voit à l'horizontale, et tout doucement, la caméra va le passer à la verticale, comme si finalement on le voyait nous aussi allongé. Et en face de lui, on voit la nana qui l'a tué, qui est la gueule défigurée par l'accident, toujours dans ses vêtements dans lesquels elle est morte, qui le regarde. Et en fait, à partir de là, j'en parle parce que c'est une image qui va revenir ultra régulièrement dans la série, Régulièrement. et que je trouve absolument merveilleuse dans ce qu'elle représente. Le côté... La culpabilité du mec, en fait, qui ne sort jamais de ça, en fait, toute sa vie durant. Derrière, il va taper cette culpabilité. À chaque fois qu'il va se coucher, à chaque fois qu'il va dormir, il va la voir, la regarder, et elle le regarde sans finir, en fait. C'est assez fou, et lui, il va tout perdre. Il va perdre sa foi, parce qu'il était très chrétien de base. On va le comprendre par la suite. Et en fait, il perd goût à la vie, il perd tout plein de choses. Alors, je ne remets pas en cause le fait qu'il soit... conduit en état d'ivresse, qu'il ait tué quelqu'un et tout, je parle juste de la série, donc ne me jugez pas sur ça. Et voilà, et ça c'est le début de la première grosse scène du premier épisode. Peu de temps après... mais c'est à cause de vos chroniques qui font flipper que je parle de drogue, tu vois. Ouais, C'est pour c'est compenser. flippant. Mais oui. Donc, Bah non, mais là, c'était décrit en mode... il y a une jolie imagerie, quoi. ouais, non, mais l'image, je parlais de la réal derrière, il n'y a rien à dire, hein. C'est perfect jusqu'au bout, quoi. C'est perfectionniste, le gars, il est vraiment ouf, je trouve. Donc, on fait un bond dans le temps, dans le futur, on est à la sortie de prison du gars. Il prend un bateau, un ferry, pour aller sur une île, et en fait, on comprend qu'il va rejoindre ses parents, après sa sortie de prison, parce que de toute façon, il a plus rien. Le mec venait de cette île. En fait, c'est une île qui est en marge donc, du continent américain. Je sais plus où c'est exactement, j'ai un doute. Je vais regarder ça après. Mais du coup, qui vit pas en autarcie, mais presque. Et donc, qui est ce genre de petite île un peu... voilà, bon, si vous avez des petits villages de province dans lesquels vous aimez pas retourner, bah, c'est un peu ça, quoi. Vous voulez pas y retourner, en général. Parce que c'est déprimant as fuck, il se passe rien, il y a rien du tout. Même les adolescents qui vivent sur cette île s'emmerdent, mais comme pas possible. Voilà, c'est le genre de petits trucs qu'on voit venir un peu, mais qui est ultra cool. Pour ce genre de série, en tout cas. Et donc, le mec, lui, était parti de cette île, il avait monté sa start-up, il avait gagné énormément d'argent, donc il est parti un peu dans le mal de la vie, on va dire, argent, drogue, alcool, boum, accident, ça le remet les pieds sur terre. Et donc il arrive sur cette île, seule sa mère vient le voir au moment où il débarque du ferry, et on comprend en quelques phrases que tout se passera pas super bien pour lui. Son père veut pas le voir ou quasi pas. Son frère, pour qui il était un peu le gars qui avait réussi, bah en fait il a tout perdu en termes de relationnel avec lui. L'île entière est au courant de ce qui s'est passé, évidemment, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans les villages du genre. Et lui a tout perdu, quoi. Il est vraiment en bad complet. C'est pas lui qui est au cœur de la série, parce que c'est vraiment le village entier qui est au cœur de la série. Mais il en reste quand même un des gros chemins d'entrée, parce qu'on rentre avec lui sur l'île et on va comprendre comment tout fonctionne à l'intérieur, un peu à travers ses yeux, en tout cas au début. Et on comprend vite du coup que sa mère est extrêmement croyante, et qu'une grosse partie de l'île l'est aussi. Parce qu'au même moment, arrive sur cette île un prêtre qui vient et qui se présente à la paroisse, à l'église qui est sur cette île, auprès d'une nana dont j'ai oublié le nom, mais je vais retrouver son personnage. Non, je vais pas le retrouver, c'est Bev Keane, qui est en fait la fervente la plus maboule que vous avez jamais croisée dans votre vie. Mais l'actrice, elle joue, mais mon Dieu, tellement bien. C'est abusé, t'as envie de la baffer tout le temps. Trop bien. C'est vraiment, voilà, c'est la fervente, c'est la nana qui connaît toute la Bible sur le bout des doigts, qui à chaque fois va
quand elle doit répondre à quelqu'un, elle cite quelque chose de la Bible qui est en relation. C'est hallucinant, en fait, ce genre de personnages. Je trouve qu'ils sont ultra bien construits. Et donc, le prêtre arrive, croise cette personne et lui explique que voilà, c'est l'ancien prêtre qui est un vieux prêtre, est malade, donc il est sur le continent. Et lui vient en remplacement le temps qu'il se remette un peu de sa maladie, qu'il puisse revenir assurer les sermons chaque jour qu'il y aura sur l'île. Il va faire ses premiers sermons et en fait là il y a tout un univers qui se crée d'un coup en fait parce que tout est important dans ce qu'il va faire. Sa façon d'arriver, de s'habiller va être mis en avant. Il va porter une alors je sais plus qu'on appelle ça, c'est pas une aube, c'est pas une toge, mais c'est un nom spécifique que j'ai plus, qui va être doré. Ça, on va lui reprocher, la fervente va lui dire, vous avez mis celle dorée, en vrai, il aurait fallu mettre la verte parce que c'est, je sais plus ce que c'est, genre la Saint-Patrick, ça aurait été de plus cohérent avec la messe que vous avez donnée aujourd'hui. Donc tu vois, on a vraiment ce type de personnage très fervent et c'est pas la seule, il y a d'autres personnes qui viennent à la messe tous les jours, tous les matins. Il y a notamment un personnage, une petite fille qui a eu un accident de chasse sur l'île dont un mec a tiré, elle a pris une balle perdue, elle se retrouve paraplégique, donc en chaise roulante, et elle vient tous les jours à la messe pour trouver la foi, de lui pardonner, de retrouver une vie normale malgré cet accident. Ses parents sont là aussi, ses parents dont le père est le maire, je crois, de la ville. Et voilà, tout se passe tranquillement et tout se pose. On a tous les personnages qui se mettent en place, qui sont vraiment tous merveilleux. On a le shérif, donc, qui est incarné par Raoul Colli, qui lui est musulman, qui est le seul musulman avec son fils sur l'île. Donc, il faut imaginer l'intégration qui doit ultra bien se passer pour lui, pour une île qui est ultra fervente, ultra croyante au niveau catholique, et qui lui vient en remplacement, enfin qui a pris ce poste-là. On découvrira pourquoi aussi au fur et à mesure de la série, qui est absolument merveilleux. Enfin, toujours pareil, c'est un putain d'acteur ce gars. Et fin d'épisode 1, une énorme tempête arrive sur l'île, chose qui est assez récurrente pour eux, donc ils commencent à préparer la tempête, ils couvrent les volets, ils ferment bien et tout machin, ils se blindent, et en plein cœur de la tempête, le fils qui est revenu de prison en fait, regarde un moment par la fenêtre et voit sur la plage le prêtre, mais le vieux prêtre, le gars qui était censé être qui est malade sur le continent, qui est censé l'être, vous aurez compris qu'il ne l'est pas, et qui est sur la plage et qui se met à courir. Et lui, il comprend pas trop, il dit, voilà, je sais que c'est lui, je reconnais son manteau, je reconnais son chapeau qu'il portait tout le temps et tout. Il sort sous la tempête, sous la pluie, et il essaye de le trouver, il le trouve absolument pas, il revient, et le lendemain matin, fin de le premier épisode, on est sur une île qui a énormément de chats, qui sont tous abandonnés, qui se reproduisent entre eux. Donc on a tout le nord de l'île qui est investi de chats. Et en fait, premier jour, à la fin de la tempête, le jour se lève et toutes les plages sont recouvertes des chats qui sont morts. Tous. Sans exception. Et donc ça pose déjà un truc genre mystère de ouf. Comprends pas d'où ça vient. Deuxième épisode, je vous raconte grosso modo les 2 premiers épisodes pour me mettre dans le bain du truc. On continue en fait avec l'exposition de tous les personnages. On se retrouve avec une fête de village. Voilà, c'est la kermesse après l'église. On se retrouve avec vraiment toutes les discussions d'anciens, de discussions de jeunesse, du mec qui est revenu de prison, qui retrouve son amour de jeunesse, qui elle est revenu aussi sur l'île, qui est enceinte, qui a été mise enceinte par un mec sur le continent, qui s'est barré, et ainsi de suite. Vraiment toutes des histoires de personnes qui sont cassées par la vie. Et on continue la mise en exposition et on voit régulièrement la messe, ce prêtre qui va faire sa messe tous les jours. Et la messe aux États-Unis, c'est pas comme la messe en France. Je sais pas si vous avez déjà été dans une messe en France, mais en messe en France, on donne que l'hostie. Aux États-Unis, on donne et l'hostie et on fait aussi boire le vin qui est censé être le sang du Christ. Ce qui est en période Covid ultra bien à voir, hein, je suis vraiment d'accord avec vous. Et donc on voit tous les gens à chaque messe qui prennent l'hostie, qui vont boire dans la coupe de vin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On voit ça de façon récurrente, c'est installé en nous. Fin du 2e épisode, le prêtre va donner l'hostie à ses ouailles, hein, et se rapproche de la jeune fille qui est paraplégique, et lui dit, le corps du Christ
et elle va pour tendre, elle ouvre la bouche pour prendre l'hostie dans la bouche et il dit non, pas comme ça. Et il recule d'un pas et il dit prends l'hostie. Et elle comprend pas trop, elle s'avance avec son fauteuil et il lui dit non, pas comme ça. Et il recule, il monte quelques marches, il va sur l'autel, donc tout le monde est là. Faut imaginer le moment dans l'église où les gens sont mais vous êtes ouf ou quoi, enfin qu'est-ce que vous faites, vous êtes cons ou comment ça se passe? Et tout le monde est un peu choqué par le truc et lui il calme tout le monde en disant viens prendre cette hostie. Et là on voit la foi exploser de cette jeune fille dans ses yeux, c'est incroyable. Elle se lève et elle marche, elle monte ses marches et elle prend l'hostie, elle est guérie, c'est un miracle. Et à partir de là, des miracles vont commencer à se reproduire partout sur l'île. Les gens vont commencer à avoir moins mal au dos. Certains vont même guérir de mal vraiment plus hardcore que ça. Et tout va se passer comme ça au fur et à mesure de la série, jusqu'à ce que, bien sûr, quelque chose déconne. Et j'ai pas envie d'en dire plus, en vrai, parce que là, je suis déjà à la fin du deuxième épisode sur 7. Si je vous raconte déjà le troisième épisode, vous allez comprendre trop de trucs. Cette série, elle m'a déglingué la gueule, quoi. Elle est vraiment barge. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. Elle casse pas des briques en termes d'horreur, et c'est même pas une série d'horreur. Non, c'est même pas une série d'horreur. Moi, je l'aurais jamais qualifié comme ça. En fait, ça laisse à penser que ça le devient, complètement. Mais pas du tout. Absolument ça part dans pas. tous les sens. C'est intelligent, c'est un vrai thriller, dans le sens, tu ne comprends pas, mais tu comprends ce qui se passe, mais tu comprends pas ce qui se passe en même temps. Tu comprends pas d'où ça vient. Tu comprends le mal, vraiment d'où il vient et qu'est-ce que c'est, mais impossible de vraiment de lier les deux. En fait, ok, il y a des miracles, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça met en avant vraiment le fanatisme religieux, l'obscurantisme des gens. C'est incroyable. Incroyable. Même quand les gens voient le mal qui se passe autour d'eux, ils arrivent encore à lier ça à la Bible. Et c'est vraiment qu'une perception des mots, une perception de la foi, la perception de ce bouquin qui dit si je veux le voir dans le bon côté des choses, eh ben je le vois du bon côté des choses, même si c'est un meurtre qui vient de se passer devant moi, en fait. Et c'est ouf. Et ça marche parce que moi, j'y croyais à mort. Je crois clairement que des personnes qui sont en autarcie, coupées du monde, coupées de la technologie réelle aujourd'hui, en l'an 2000, qui sont vraiment à fond dans leur foi, peuvent croire que oui, tu peux tuer quelqu'un et être encore dans ton droit de le faire et que Dieu te pardonne de l'avoir fait, que même c'était ta mission de le faire. Et c'est vraiment des choses comme ça. Voilà, rien n'est gratuit dans le truc. Il y a toujours un message qui est assez ouf. Et visuellement, c'est une tuerie. Franchement, la musique, elle est barge. L'ambiance, elle est affolante jusqu'au bout. Enfin, je me suis bingé la série dans le week-end. J'ai pas pu m'arrêter de le faire. Pour info, même Stephen King qui a regardé la série et avait tweeté dessus en disant Mike Flanagan, le réal, a créé un truc vraiment absolument. Alors, je lis son tweet, c'est a créé un récit dense et terrifiant, magnifiquement filmé, qui a atteint un niveau d'horreur incroyable au cours du 7e et dernier épisode. La fin, je l'ai trouvée intelligente, facile mais intelligente. Facile, ouais. Facile. Mais tu pouvais pas faire autre chose. Et ça part même pas dans les trucs d'horreur et ça pourrait très facilement partir dans l'horreur. Et ça va pas c'est toujours à la limite. En fait, tu reconnais, mais c'est. J'ai envie de te dire, quand on fait parallèle avec Hill House, je trouve que c'est un peu pareil. Ça vacille toujours à la frontière d'un truc qui pourrait passer à de l'horreur complet. Ouais, complètement. Mais ça ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à catégoriser ces trucs-là, parce que oui, ok, c'est du thriller, mais ça a des codes de l'horreur. C'est un peu bizarre. C'est de l'horreur parce qu'il y a des choses à voir qui sont assez. Qui partent clairement de créatures d'horreur, donc c'est clairement ça, mais c'est pas mal. C'est pas malsain, si ça l'est, mais c'est pas visuellement crade facilement, en fait. Et il y a deux, trois trucs qui sont crades, mais je trouve qu'ils sont bien amenés. Et c'est un point final à la scène, en fait, qui est vraiment bien fait. Moi, j'ai l'épisode 6 en tête qui est absolument génial pour tout ce qui s'y passe. Les personnages, la fin de l'épisode 5 m'a rendu ouf. Et j'étais en mode, putain, mais je l'ai passé 3 fois tellement. La fin de l'épisode 5, je l'ai trouvé malade en termes de filmo et de réal, surtout, en fait.
Il y a un effet pile et face qui est ultra cool parce que tu vois la perception d'un personnage qui est en mode ultra bien, tout se passe super bien. Et dans le même temps, ça passe d'un coup dans l'autre perception du personnage pour qui c'est la catastrophe absolue, l'horreur absolue qui est en train de se passer sous ses yeux, quoi. Et c'est la même scène. Et c'est absolument génial. C'est filmé de façon absolument fantastique. Et apparemment, de ce que je lisais, Mike Flanagan, en fait, a vraiment... cette série l'a vraiment inspiré dans le sens où lui vient d'une famille catholique ultra rigoureuse. Il a été enfant de cœur pendant longtemps, donc pour lui, c'était un sujet assez fort aussi à traiter. Voilà, l'acteur qui fait le prêtre est absolument... et moi, il m'a retourné, quoi. Presque à la fin de chaque épisode, j'avais envie d'aller à l'église, quoi. Tu vois, Mais genre. les deux religieux, hein, moi je trouve que la série se base vachement sur Bev, qui est effectivement juste incroyable, elle est folle, incroyablement franchement. détestable et incroyablement folle. C'est dingue, mais dingue, ouais, quoi. mais La meuf, elle te retourne intense, chaque quoi. situation. C'est ça. incroyable. Je vais juste... Ouais, vas-y. Non, j'allais finir sur... Il y a une scène avec le flic, justement, qui parle de la religion musulmane, qui la compare à la religion catholique, et je trouve que cette scène, elle est oufissime, parce que... je sais pas, tu sens, en fait, tout... le gars, il est dans une classe d'école, donc c'est le seul musulman entouré de, je sais pas, 15 catholiques. Et en fait, ils sont là pour parler des enfants et de la religion enseignée aux élèves pendant une école publique. Et en fait, il lui dit, moi, ça me pose problème parce que, en fait, je m'en fiche qu'on parle de catholicisme ou de musulmans. Je m'en fiche complètement. Ce qui me gêne, c'est que c'est une école publique, il ne devrait pas avoir de religion. Et en fait, la scène, elle est oufissime dans son discours. Les dialogues sont ciselés, c'est incroyable. Et voilà. Regardez cette série. Je vais juste laisser la parole aux garçons. Queutrus, toi qui a à chaque fois peur de nos mentions d'horreur, est-ce que ça te donne quand même envie d'y jeter un œil? Ah mais complètement. Franchement, je pense que je me regarde un épisode après l'enregistrement là. Direct. Non, ça m'a. Ouais, c'est vraiment tu l'as vendu grave, quoi. Et tu vois, rien que le fait de dire qu'il y a des plans de tempête sur une île avec la mer, tout ça, j'ai juste envie de regarder, en fait, parce que surtout si tu dis que l'aérial est incroyable. Donc non, ça a l'air super bien. J'avais bien aimé. J'avais pas regardé le deuxième Haunting House, mais le premier. Ah, Bly, il est ouf, putain. Bly, il est fou. Il faut que je le regarde aussi, c'est une quoi. putain d'histoire d'amour, c'est trop beau. Putain. Alors, juste petite anecdote, pour en revenir à Lille, elle est fictive. Donc c'est Croquet Island. Elle est fictive, mais c'est rigolo. Il y a une partie des scènes qui ont été filmées sur une île réelle, mais près de Vancouver. Et une autre partie qui est complètement studio et qui aussi, pour le coup, a servi à Bly sur certains plans. Ouais. Je crois qu'ils ont reconstruit aussi la ville en extérieur, une grosse partie de la ville. Exactement. Croquet Island, c'est le nom de la ville dans la série ? C'est le nom de l'île. Ouais. De l'île ? Sérieux ? Où il y a plein de chats, c'est marrant. Ouais. C'est peut-être c'est sûrement fait exprès. Bah ouais. Non, mais c'est vrai. Et toi, John ? Ça te tente ? Sur le coup, vraiment, sur le pitch, non. Au début de la chronique de Zef, non. Et après, j'ai changé d'avis. Vraiment, il y a 5 minutes de chronique, me dire en fait, peut-être que c'est intéressant. Ah putain, ça a l'air ouf. Et quand t'as parlé des chats morts, alors c'est très con. Des chats morts. C'est à ce moment-là que ça, je sais pas, il y a un trigger chez moi en mode qu'est-ce qui se passe, je veux savoir. Et je sais pas si c'est parce que t'étais à fond dans Lost récemment et qu'il y a le truc où on comprend rien et peut-être à la suite. Non, peut-être. Mais c'est c'est à ce moment-là de ta chronique, je me suis dit putain, en fait, il y a un truc qui m'attire. Je sais pas ce que c'est, mais c'est l'inconnu en fait, plus que le côté religieux que t'évoquais au début en fait. Et du coup, j'ai envie de regarder aussi assez vite. Alors pas juste après, mais je vous expliquerai pourquoi dans ma chronique. Mais ouais, je pense que je vais regarder. Ouais. Et j'espère qu'on reparle des chats un peu plus tard, autrement que par le nom de l'île en fait. Je sais pas, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe. Oui, tu comprends ce qui se passe avec les chats. Oui, tu comprends ce qui se passe. Le concept de tuer un chat pour avoir un miracle, je trouve ça intéressant, quoi. Putain. Ouais. Mais ouais, je pense que je vais regarder. Mais oui, moi je suis pute. Mass Midnight, en plus c'est aussi un format mini-série un peu comme The Psych. Et du coup, c'est sorti en septembre 2021 en 7 épisodes.
du coup réalisé par, comme on l'a dit, Mike Flanagan, qui a aussi signé The Haunted Hill of Hill House pour ceux qui connaissent un peu leur librairie Netflix, et du coup disponible sur la plateforme. Alors, une grande chaîne de supermarchés américains. Alors, attendez, je vais raccorder le truc parce que c'est absolument pas, c'est absolument très très mal dit. Une grande chaîne du coup de supermarchés américaine, des employés et le Missouri. C'est un peu le cocktail idéal pour une jolie sitcom. John, est-ce que tu nous parlerais pas de Superstore ? Eh bien, si. Et en fait, on va pas parler de drogue ni de religion. En fait, mais enfin, ça dépend. Je veux pas spoiler. Mais ouais, pourquoi parler de ça ? Alors, j'allais lire The Office, donc c'est déjà mon premier lapsus. En fait, si j'avais dû faire un coup de cœur sur cette série, j'aurais dit c'est The Office en moins bien. Donc clairement, si vous n'avez pas vu The Office, vous devez voir The Office. Si vous avez oublié The Office, vous devez revoir The Office. Et si vous l'avez vu il y a genre moins de 2 ans comme moi, vous pouvez regarder Superstore parce que c'est cool. Mais vu que c'est pas un coup de cœur, je vais développer un peu plus que ça. Donc Superstore, ça raconte, alors ça je cite Wikipédia, ça raconte le quotidien avec ses aléas des employés cosmopolites d'un grand magasin de la chaîne fictive Cloud9, installé, comme tu l'as dit, dans la banlieue de Saint-Louis, dans le Missouri. Concrètement, c'est quoi ? C'est une série qui est terminée, donc a duré de 2015 à 2021, sur 6 saisons, 113 épisodes de 22 minutes, c'est dispo sur Netflix, et c'est une sitcom donc créée par Justin Spitzer. Moi, ça m'a vendu déjà du rêve sur le côté pratique, parce que j'aime bien les séries courtes, clairement, et en plus, il y a une fin, donc voilà, ça c'est bien. C'est pas un truc qui va durer des ans et des ans. Attends, tu dis j'aime bien les séries courtes, mais par contre, c'est 113 épisodes. Ouais, mais j'aime bien les épisodes courts, je l'ai mal dit, en effet, j'aime bien les épisodes courts, et c'est vrai que on parle de 8 épisodes, 7 épisodes, moi c'est 113, ok, j'ai bossé ma chronique, je les ai pas tous vus encore, mais bref. Voilà, donc j'aime bien le côté court, j'aime bien le côté sitcom où tu te prends pas la tête, c'est idéal pour une pause déj, et c'est ce genre de format que j'apprécie dans les séries. Donc concrètement c'est quoi ? Donc on est dans un supermarché, il se passe toujours des trucs fous, des trucs chelous, évidemment c'est hyper écrit, mais c'est plutôt bien écrit, et c'est tout con comme pitch, mais c'est un peu la vraie vie en fait, c'est qu'on y croise tout le monde, tout type de profil. D'ailleurs, mention spéciale, je trouve ça très bien, les minorités sont bien représentées, ça parle de tout, avec tout le monde, et c'est juste normal, parce que c'est bien amené en fait. Donc on dit pas machin, truc, bidule, c'est un très joli panel, ça représente bien la vie en fait, tout simplement. Et c'est surtout des employés qui galèrent, qui bossent ici, même si c'est pas parfait, tout simplement parce qu'ils ont besoin de thunes en fait, ils font ça, c'est ce qu'on appelle un taf alimentaire. Je vais faire un petit focus sur les collègues, les différents collègues de cette série. Alors, je vais vous en parler d'un point de vue de la saison 1, sachant que sur les 6 saisons, j'en ai vu que 3, quasiment, parce qu'il me reste un épisode pour finir la saison 3, et ce pourquoi je ne regarderai pas la série que Zef évoquait auparavant, parce que juste après le podcast, je vais finir cette saison 3. Donc, je ne vais pas spoiler grand-chose, mais je vais quand même vous parler de ses collègues. Alors, il y a le patron un peu. J'ai écrit hyper gênant. On comprend pas trop pourquoi il est là. Il est un peu nul. D'ailleurs, il a une voix aiguë hyper désagréable. Il est ultra croyant et très crédule. Il y a une personne là, qui est la première sur les ragots, qui a l'air un peu stupide, mais pourtant hyper attachante et super gentille. On a aussi la collègue un peu effacée, qui est gentille, qui a parfois un côté un peu creepy, dangereux, qui sort nulle part, mais en tout cas, on sait qu'elle a un super bon fond. C'est un peu la meilleure pote, mais c'est un peu la bouc émissaire, je dirais même. Il y a le mec hyper drôle, qui adore t'engrainer dans ses histoires, ou en bien comme en mal, mais à chaque fois, je me tape une barre avec lui, il est très cool. En revanche, on connaît rien de sa vie perso. T'as aussi celle qui aime raconter toute sa vie dès que tu lui restes la parole, qui est un peu ennuyeuse, et du coup, quand tu lui parles, tu regrettes de lui en parler parce que tu sais pas trop comment t'en débarrasser au final. T'as celle qui est un peu plus gradée, la chef adjointe, qui est hyper premier degré, façon de penser ultra militaire, qui est très franche, très crue, et qui peut faire rire, mais qui peut aussi blesser. Ensuite, t'as le beau gosse, qui a mis ses études de côté, qui a pris justement, ce que je disais un peu plus, ce taf alimentaire, mais tu sens qu'il va un peu s'enterrer là-dedans, en fait, malgré lui. T'as aussi celle qui semble avoir quelques regrets dans sa vie, on sent qu'elle a un vécu, un passé qu'on va découvrir au fur et à mesure, qui est un peu plus âgée que les autres, qui est mariée depuis le lycée avec un enfant, etc. Ah oui, et aussi on comprend très vite sur ces deux personnages, genre dès le milieu du premier épisode, donc c'est un mini spoil, que ces deux derniers collègues, c'est un peu le couple qui est fait pour être ensemble, mais en fait t'as envie de tout sauf ça en fait, sauf qu'ils se mettent ensemble. Encore une similitude avec The Office, j'en parle pas plus. Finalement en fait c'est tout ce que je vous ai cité là, sans dire les noms et sans rentrer trop dans le détail, c'est un peu des profils assez typiques de toutes les séries, et aussi des profils qu'on pourra avoir en tant que collègue. Enfin je pense qu'on a retrouvé au moins 2-3 collègues dans ce que j'ai cité là-dedans quoi. Donc ce que je trouvais dans cette série, c'est que ça fait vrai, ça fait sincère, ça fait honnête,
et ça fait marrer aussi. C'est quand même le but de cette sitcom. Donc là où je vous ai raconté vraiment que des faits, des choses, on va dire, des descriptions de ces collègues de cette saison 1, mais ça va et ça peut évoluer au fil du temps. Je ne veux pas vous en dire plus. Et il y a un truc que je comprends pas dans cette série, même si ça me fait marrer, et vraiment, c'est le côté, comme dans The Office ou encore Parks and Recreation, hein, un autre The Office en moins bien, c'est ces collègues qui critiquent leur boîte depuis des années, ouais, c'est nul, j'aime pas les patrons, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, mais qui sont tout le temps, toujours ensemble, à se marrer, à faire des soirées, qui n'ont pas de vie en dehors, et qui pensent qu'à faire des trucs entre eux, quoi. Enfin, t'as l'impression qu'il n'y a pas de turnover dans ces boîtes-là, quoi, mais... ce qui est peut-être pas trop la réalité, justement, ça. Mais en tout cas, il traite, je trouve, de manière assez intelligente et hyper naturelle certains faits de société. Et j'ai hâte de voir ce qui se passe dans les 3 dernières saisons, parce qu'en fait, je me demande aussi s'ils vont jusqu'à la partie Covid, tout ça, pour voir comment c'est traité. Je pense qu'ils en parlent. Je sais même pas, je me suis pas spoilé pour l'instant. Et j'aime bien aussi un truc qui est cool, et qui me fait kiffer, c'est que dans chaque épisode, ils vont aller cacher des petits détails. Comme par exemple, il y en a une, à chaque épisode, elle a un badge avec son nom qui est différent, qui n'est pas son vrai prénom dans la série. Et vraiment, ça me fait kiffer de se dire, attends, on la voit, comment elle s'appelle là ? Ah ok, elle a pris ce nom-là. Et il y a des épisodes où j'ai oublié de regarder, quoi. Merde, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai limite envie de me les refaire juste pour voir tous les prénoms. Même si je pense qu'il y a des fans qui ont déjà fait ça sur des sites, donc j'irai voir après. Et voilà, donc il y a évidemment, ah oui, les trucs que je kiffe dans cette série aussi, c'est très écrit, il y a beaucoup de dialogues, etc. Et puis de temps en temps, ils te mettent des petites scènes avec la musique de supermarché, musique d'ascenseur, un peu musique d'attente, quoi, où t'as une scène en fond qui se passe, qui est sans doute du vécu dans les supermarchés. Je prends un exemple à la con, la personne couvre un paquet de chips, qui bouffe le paquet et qui repose le paquet sans le payer, quoi. Et c'est des trucs comme ça, alors plus ou moins réalistes, parfois drôles, parfois chelous, mais que des trucs qui ont dû arriver. Je pense que l'inspiration, elle est assez simple, hein. Tu passes une journée dans un supermarché, tu vois ce qui se passe, et il y a des trucs trop chelous, mais je vais pas vous en dire plus. Mais ouais, ça arrive comme ça, entre 2 scènes, en mode, tiens, on va en mettre un là, au bout de 2 minutes, puis après on va pas en mettre, puis on va en mettre un vers la fin. Voilà, c'est des trucs comme ça en mode... c'est juste visuel, et ça me fait marrer souvent. Des fois, c'est un peu creepy, le dernier que j'ai vu ce soir était un peu creepy, mais bref. En tout cas, ouais, moi, cette série, elle me fait kiffer, elle me détend. J'ai du mal à m'arrêter à un seul épisode, même quand c'est la pause déj, des fois j'aime bien en faire 2 à la suite. Donc ouais, c'est assez paradoxal, hein. J'aime bien les épisodes courts, mais j'en fais plusieurs à la suite, donc bref. Et je connaissais absolument aucun des acteurs de cette série. Alors j'ai pas forcément une culture énorme, mais je me suis grave attaché à eux depuis, en fait. Maintenant, alors je suis désolé, hein, mais comme dans The Office, plus je bouffe des épisodes, plus je me dis, j'ai l'impression un peu que c'est mes collègues, ceux que j'aime plus, ceux que j'aime moins, mais ils ont tous un truc qui fait qu'ils sont tous intéressants, quoi, en fait. Ou quasi tous, en tout cas. Et j'aime surtout aussi ce côté où on a ce groupe de personnages, donc où même je suis sûr qu'il y a il y a forcément des persos qui sont un peu plus ponctuels que d'autres, mais on voit des fois ils se disent, ah bah tiens, toi et toi je vais vous mettre ensemble pour cet épisode et vous allez faire un truc, de mélanger un peu les groupes, d'avoir des histoires en parallèle au sein d'un même épisode. Même en 22 minutes ils arrivent à raconter 3-4 histoires parfois, et je trouve ça vraiment hyper cool. Et au final, j'ai trouvé qu'un seul défaut à cette série, pour l'instant, c'est la VF. Elle est dégueulasse, vraiment. Surtout pour le boss, en fait. Il a une voix vraiment hyper aiguë, hyper... c'est chiant, mais c'est charismatique. Ça fait partie de son charme, on va dire. Et en VF, mais ça n'a rien à voir, quoi. Il a une voix normale, du coup, ça casse un perso, je trouve. Et, parce que par hasard, j'ai mis la VF, parce qu'on regardait un truc en VF auparavant, j'en sais rien. Et là, du coup, ça a un peu cassé le charme de cette série. Donc, ne la regardez surtout pas en VF. J'étais justement en train de me dire, j'espère que t'as pas regardé The Office en VF. Ah non. Non, de base, je regarde les séries en VO, mais ça m'arrive des fois de skip pour comparer. Il y en a, je me dis, c'est pas trop mal. Et là, non, surtout pas, quoi. Et du coup, c'est cool parce que je suis encore en plein dedans. J'ai même pas fini de regarder parce que je suis qu'à la moitié. Donc désolé chef, j'ai pas bien préparé ma chronique. J'ai regardé que la moitié des 113 épisodes, dont un spécial sur les Jeux Olympiques de 2016 qui avait lieu à Rio. Donc c'est entre la saison 1 et la saison 2 pour info. Et voilà. Et du coup, pour moi, c'est un gros kiff. Et je pense même que je vais réussir à être triste d'être quand je serai arrivé au bout, parce que comme pour The Office, je pense que je serai triste, mais peut-être pas autant qu'à la fin de The Office, mais cette série m'a fait kiffer. Comme Zef, j'ai passé aussi des vacances de Noël à me dire, tiens, vu qu'on est confiné à cause du virus, si on bouffait quelques épisodes de cette série, nous c'était plus pour le Nouvel An, et je pense qu'on en a mis un vite fait,
Puis au bout de 5 ou 6, on a dit, bah vas-y, on continue, quoi. Et ouais, ça se dévore relativement bien. Je trouve que c'est cool. En plus, ça contrebalance pas mal avec vos séries d'avant. Donc, quand vous en aurez marre des séries avec des chats qui meurent ou des gens qui se droguent, eh ben, regardez peut-être tout simplement. Ah, pardon, excuse-moi. Mais non, mais vraiment, moi, ça me fait kiffer. Et je pense que ce genre de série, bah, comme je citais, ça fait 17 fois que je le dis maintenant, mais The Office et aussi Parks. Ouais, d'ailleurs, regardez The Office, c'est génial. Mais ouais, non, c'est. Parks aussi, hein. Pardon ? Parks aussi, c'est cool. Hein. Parks, c'est cool. Ouais, mais c'est The Office en moins bien. Enfin, il y a beaucoup de similitudes. Ouais, Parks et Succession, c'est pas ouf, hein, en vrai. Bah après The Office, c'est moins bien. C'est clair. Je pense qu'il faut si vous voulez voir The Office, faites-le peut-être en dernier pour voir que c'est une série absolument géniale. Que j'ai envie de me la refaire déjà assez vite. Mais ouais, en tout cas, ouais, Superstore, on est parti en mode ouais, vas-y, ça se regarde vite, c'est rigolo. On tente. Et là, j'ai juste envie de vite finir ce podcast pour finir la saison 3 en fait, parce que je kiffe trop quoi. Allez, on s'en va, salut. Merci d'avoir écouté. Coup de cœur, comme ça, tu peux te barrer. Voilà. Alors mon coup de cœur, c'est. Non mais ouais, en vrai, ouais, j'ai regardé les noms des acteurs qui sont plus vieux que ce que j'imaginais, parce que je sais pas pourquoi, je voyais des gens de 20, 25, 30 ans, et ils ont tous 10 ans de plus en fait, et la série elle est pas si vieille que ça parce qu'elle vient de se terminer. Bon, je me suis spoilé du coup des choses qui arrivent un peu plus tard en préparant cette chronique, mais c'est pas grave. Et enfin pas au niveau de l'histoire, mais au niveau des acteurs. Et au final, ouais, pour moi, c'est un très très gros coup de cœur. J'avais hésité à le mettre en coup de cœur justement, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les sujets qui sont traités, et en plus du côté humoristique. Et c'est relativement bien écrit en fait, j'ai trouvé. Donc je sais pas si vous l'avez vu cette série. Non, moi j'ai pas vu. Mais du coup, Truss, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'en suis à la saison 4. J'avais commencé à regarder sur Prime, mais ils n'ont pas toutes les saisons malheureusement. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je rejoins pas mal ce que dit John. Moi, j'ai un peu plus de mal à accrocher. Je trouve qu'il y a un rythme assez spécial, mais elle est super intéressante. C'est-à-dire que dans le sens où ça alterne beaucoup d'absurde, comme les Américains savent bien le faire en fait. C'est pas de l'absurde à l'anglaise, mais c'est un peu comme dans The Office. Et ça alterne ça avec des personnages, et surtout Amy et Jake, c'est ça ? Donc les deux personnages que tu as... Jonah, pardon. Qui vont se mettre en couple, ou qui risquent de se mettre en couple en tout cas, qui eux sont un peu les personnages entre guillemets, avec des gros guillemets, normaux de la série. C'est-à-dire, mais vraiment réalistes, quoi. C'est-à-dire que c'est assez rare dans une série comme ça que tu as des personnages aussi réalistes. C'est-à-dire que les réflexions qu'ils ont et les réactions qu'ils ont sont normales. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé, c'est con, hein, mais j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant dans ce genre de série, parce que ça donne un contre-pied à tout le reste. Et ça permet de traiter aussi des problèmes sociaux, alors surtout américains, mais bon, forcément qui résonnent en nous aussi. Et ça marche vachement bien, en fait. Ça ajoute une espèce de gravité. Et ça contrebalance tellement l'absurde qu'il y a derrière, dont le personnage de Glenn, donc le manager, qui parle comme ça, là, qui parle très bizarre. Et ouais, je sais pas, en fait, c'est un mélange assez étrange. Ça m'a fait la même sensation que The Office, j'arrête pas de le dire, mais où je trouve que c'est une série qui est pas forcément facile de rentrer dedans. Mais ouais, c'est très plaisant. Moi, j'aimais bien la mettre en faisant à manger et ce genre de trucs. Et John, Glenn, on sait pourquoi il est là. Et c'est dit dans les premières saisons, c'est parce qu'avant, il avait une épicerie, il avait un magasin, petit magasin, une supérette, et après ils l'ont embauché parce qu'ils l'ont racheté, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il est resté là. On sait pas pourquoi il est encore là en fait. C'était plutôt ça mon point, quoi. Ouais, voilà. Mais tu vas voir, il y a plein de trucs qui se passent dans la saison 4, c'est assez cool, quoi. Mais ouais, franchement, c'est une petite série récréative qui vaut la peine en fait, qui est assez cool. C'est 20 minutes, donc voilà, c'est pas très engageant. Au niveau du temps, et ouais, je recommande, et je pense que je vais me finir. J'avais fait une pause là parce que je m'en enchaînais 5-6 épisodes par jour, et du coup au bout d'un moment tu satures un peu, quoi. Et comme The Office, Zef, est-ce que t'as aimé, ou est-ce que ça te tenterait de regarder? Ouais, peut-être, je sais pas. En fait, le problème c'est que après The Office, c'est quand même dur. Enfin, Parks and Recreation par exemple, j'ai tenté. J'ai regardé peut-être 7 ou 8 épisodes, et vraiment j'étais en mode putain, il y a rien de marrant en fait. Tout est trop, tu vois. Mais trop mal, enfin je sais pas, c'est passé assez mal en général. Donc là je me suis mis en liste Netflix pour justement mater ça quand je déjeune chez moi le midi, et je verrai.
Ouais, je sur le pense fond, que ça me- je ça pense me- que il y a pas mal de sitcoms qui sont un peu fades si tu compares à The Office, mais je pense que moi j'ai eu un laps de temps où The Office, moi je l'ai fait en plusieurs fois, je l'ai jamais terminé genre d'une traite, tu vois. Ah, 9 Et saisons en à une f- traite, c'est chaud. ouais, non mais Faut dormir. Hein. non mais en continu disons. Hmm. Et j'ai toujours regardé des très un peu de façon chaotique en mode allez je regarde cet épisode là mais très random tu vois genre de la première saison puis après je vais passer à la saison 5 et j'avais pas la continuité des histoires et du lore tu vois avec tous les persos et tout et leur évolution du coup moi j'ai mis du temps à gripper à The Office. Mais je suis d'accord après ça il y a pas mal de choses qui paraissent un peu fades. J'ai juste je crois j'ai juste une petite anecdote assez marrante, tout est relatif. Alors, la chaîne de supermarché, je crois que c'est Cloud9, c'est ça? Oui. Et c'est aussi le cas dans The Good Girl et Mindy Project. Et en fait, ils en font référence et c'est pareil. En fait, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un troll ou un trip entre réa, où ils se sont dit, on va juste reparler, enfin réutiliser Cloud9. Il y a un Cloud9 verse, c'est ça? Peut-être, c'est possible. Mais il paraît que c'est connu, ça. Il y a des marques de boissons, des trucs comme ça, qui sont exploitées dans plein de séries différentes. Genre, il y a une marque de boissons qui est dans, je sais pas, 14 films, 33 séries, un truc comme ça. Bah, ça n'existe m'étonnerait pas, ouais. Et donc, Ça finalement, m'étonnerait ça, c'est peut-être le début de Cloud9, et peut-être que peut-être que dans The Office 2 ou un truc, enfin, je sais pas, il y aura aussi ça, quoi. Ce serait Est-ce que drôle. c'est pas justement des marques qui sont faciles à créer et du coup qui ont été vendues à des studios de cinéma ou de réal pour dire au moins vous n'avez pas à trouver ça à trouver quoi. Ah, tu penses? C'est possible aussi, ouais. Ouais, en Ça, effet. c'est peut-être, fait et puis voilà, c'est une marque qu'on vous vend mais qui n'existe Ouais. pas, mais au moins vous n'avez pas de placement de marque Ah, et ça c'est donne marrant. une réalité à votre série quoi. Putain, c'est ça y est, marrant. tu m'as ouvert Tout une simplement. autre voie de carrière. Je vais. Ce qui serait en vrai ultra intelligent, hein. Genre je Bah peux ouais, dire, mais c'est le move il serait trop bien en fait. Sinon, on va le créer tout de suite, là. Peut-être on peut faire ça. En France Allez, ils on ont y pas va. de thunes pour ça. Ah, c'est Ouais, vrai. non, que là- non, c'est clair. On oublie. Et pour en revenir au casting, alors j'ai pas regardé la série, mais du coup je me suis quand même penchée sur le casting. Amy, du coup une des actrices principales, Ouais. Oui. c'est Ugly Betty. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Donc alors c'est pas un truc de ouf, tu vois, mais pour Ah, ceux quand qui même. connaissent, c'est Ugly Betty. Ah là là. Ok. J'adore sa voix d'ailleurs, cette actrice. Ouais. Une voix un peu cassée, c'est assez, c'est clair. assez sexy quoi. Je me suis demandé d'ailleurs dans certains épisodes, elle est plus cassée que d'habitude. Je sais pas si c'était de la fatigue, s'il y avait un truc, enfin qu'elle a un problème à ce C'est une niveau-là, mais grosse fêtarde. peut-être aussi. Peut-être qu'elle a fait une grosse soirée la veille d'un épisode et putain, elle a la voix hyper cassée aujourd'hui quoi. Enfin aujourd'hui. Mais oui, en effet, c'est Ugly Betty, j'ai pas fait gaffe. Ok. Oui, voilà. Au moins vous le savez maintenant. Et j'aimerais bien voir un film ou une série avec Glenn, l'acteur qui joue Glenn. Oh, putain, alors Parce que j'ai pas envie de. j'aimerais bien savoir s'il a une voix normale. Aussi, il parle comme ça, vraiment. Et encore, quand Cotrus le fait, c'est hyper grave par rapport à sa vraie voix. Et j'avoue que j'ai envie d'avoir la curiosité d'aller voir ce qu'il fait ailleurs, mais je veux pas sortir du personnage pour l'instant. Je pense que. Ah oui, bien sûr. Je Non, mais veux c'est mon enchaîner, personnage préféré, moi. Et après, je veux voir, parce que je vais le voir différemment. Il y a des gens, genre Ron Swanson dans. Ou Michael dans The Office, je peux pas les voir autrement, c'est fini. Pour moi, c'est pas des acteurs, ce sont des vrais personnages qui font des trucs à côté, mais pour de faux. Mais c'est les vrais, enfin c'est ouf quoi. Mais d'ailleurs, cet acteur, il est ouf. Parce qu'en fait, toute sa gestuelle, même sa façon des fois de se tenir debout, de parler, c'est incroyable quoi. Le mec, il est ultra balèze quoi. Franchement, chapeau quoi. Ou alors il est tout le temps comme ça. On sait pas. Je sais pas. Et je sais pas si j'ai envie de savoir en fait. Ouais, c'est ça. Finis la série, exactement. Finissez la série et puis googlez son nom et vous verrez. Alors c'est pas évident quand tu regardes sa filmographie. Et si vous n'êtes pas série des années 80-90. Bah que Truss il connaît ça non? Ça a bercé son enfance, oui. Bah toi aussi Oui, tu voilà. connais en vrai. Hein. Bah oui. Mais- 80, c'est vrai que des années 80. 80, pas, ça commence à être ouais. T'as jamais regardé les... Ah oui, ouais, 80... Ouais. 80, J'ai ça regardé tire tardivement un les peu. séries, enfin tardivement, Ouais. à l'adolescence, donc 80. Ouais. Mais ouais, en tout cas, Superstore, vous avez- c'est très rigolo, rafraîchissant. Et j'ai beaucoup aimé le dernier épisode de la saison 2, sans dire plus, si tu veux, on en reparle après que Truss, mais je l'ai trouvé assez ouf cet épisode.
Moi aussi, j'ai envie de te spoiler sur les épisodes de la fin de la Arrêtez. saison. Ouais, bah, non, Zaf, il a tais-toi. déjà spoilé 2 épisodes de la série qu'il était en train de chroniquer, donc ça suffit. Il va falloir que je mette un claiming Ah spoiler non, mais alert. ça va. Attends, mais les chats qui meurent, c'était important. Mais en J'avoue, fait, c'est- Le truc qui te donne envie de regarder. Franchement, ça m'a. Moi, ça m'a bah pris, ouais, malheureusement. ça happe, Ouais. hein. grave. Mais voilà, arrêtons sur les spoils. Superstore, c'est sorti en novembre 2015. Du coup, en 113 épisodes, comme disait John. C'est réalisé par Justin Spitzer et dispo sur Netflix et Amazon Prime. Bien entendu, vous pourrez retrouver toutes les références de nos chroniques en description de l'épisode de ce podcast. Et là, on va juste faire un petit détour sur vos coups de cœur. Et on va commencer par le sens inverse des chroniques, c'est-à-dire qu'on va commencer par John. Est-ce que tu as un coup de Parfait. cœur? Comme ça, après, je pars regarder la série. Ouais, moi, j'ai un exactement. coup de cœur. Et c'est pas une série. Et pour le coup, j'ai hésité entre mon coup de cœur et ma chronique. Et j'ai choisi un peu au dernier moment, parce que tu l'as dit si bien dit en introduction. J'ai choisi hier. Mon coup de cœur, c'est le jeu vidéo Undermine. Donc, c'est un jeu indé qui est dispo oui. partout depuis début 2021. Il est sorti un petit peu plus tôt, mais voilà, il est vraiment partout depuis début 2021. C'est imaginez un peu un Binding of Isaac mélangé avec un peu de Moonlighter, qui est un peu mon gros coup de cœur de l'année passée, mais dans un jeu avec un peu beaucoup, même moins de contenu que Isaac, donc qui fait un temps de jeu raisonnable, puisque je l'ai terminé en 20-25 heures, et aussi un univers beaucoup moins chelou, puisque c'est Undermine, je vous laisse faire la traduction, et c'est un roguelite en fait tout simplement avec des donjons vus de dessus, comme le premier Zelda sur Nintendo. Et j'ai trop kiffé, j'ai vraiment kiffé. J'ai commencé à jouer parce que c'était joli, c'est en pixel art, tout ça. Je fais bon, bah vas-y, ça peut être sympa. J'ai regardé, je fais bon, le platine, il est pas très long. Là, j'ai vu, c'est 7 sur 10, c'est un peu dur comme jeu en fait. Mais j'ai tellement kiffé que j'ai accroché au truc et je l'ai platiné en peut-être 40-45 heures, un truc comme ça. Et j'ai pas mal joué à ça ce dernier mois. Et pour un jeu de 10-15 balles, j'ai juste envie de dire merci Agnès pour la découverte, elle se reconnaîtra. Parce qu'elle m'a un peu forcé à l'acheter en mode c'est en promo, vas-y, prends-le. Je fais vas-y, c'est bon, on verra plus tard. Et je l'ai pris. Et j'ai testé pour voir. J'ai hésité entre ça et Death Door, que je ferai un peu plus tard du coup. Et j'ai surkiffé. Vraiment trop bien. Ça reprend tous les... Ouais. Il est très très beau. Ouais, et il est chouette, il est prenant. Je sifflais les musiques quand je jouais pas, donc voilà. J'allais te demander. J'allais te demander si les musiques étaient aussi cool. C'est pas incroyable, mais c'est, enfin, ça change d'étage en étage, on va dire. Et quand tu le termines et que tu débloques certaines choses, la musique d'entrée, on va dire d'intro, change aussi. Et je fais trop bien. C'est-à-dire j'ai mérité d'avoir cette musique. J'étais trop content. Donc ouais, ça reprend plein de trucs que je kiffe. J'y joue sans musique, du coup. Je me rends pas compte des musiques. C'est pas de la musique, pour le coup, Isaac ou Moonlighter, c'est beaucoup plus marquant. Mais c'est sympa, c'est relativement sympa. Okay. Et donc, sympa. Ouais, et voilà, très très sympa. Très bon coup de cœur de fin 2021 pour moi. Ok. Zef. Undermine. Je joue aussi au Undermine, mais je l'aurais jamais mis en coup de cœur en vrai. Sympa. Mais non, tu voulais pas me piquer mon coup de cœur, t'as raison. Non, je l'aurais jamais mis en coup de cœur. Je vais jouer à Gardien de la Galaxie, je m'en fous. Et tu vas aimer. Moi, je vais. Alors, je fais pas dans le neuf. Je vais parler d'un bouquin qui est sorti en 91 chez Albin Michel, qui est français, écrit par Bernard Werber. Et normalement, vous devez savoir de quel bouquin je parle. Parce que... Les fourmis ? Les fourmis, exactement. J'ai commencé le bouquin il y a pas. Enfin, le premier bouquin, là, je suis au tome 2. Donc, je l'ai fini, le premier bouquin. Je l'ai dévoré. Incroyable. Et en fait, c'est un bouquin qui m'a toujours mis énormément de pression, entre guillemets, parce que auteur français sur un thème qui semble pas ultra sexy à la base. Il y a genre 20 ans, je l'avais vu, j'étais en mode ça a l'air assez chiant. Et j'ai commencé le bouquin, j'avais du mal j'ai loupé des stations de métro en le lisant, quoi. Et voilà, il est merveilleux. Il est assez ouf. C'est le type de bouquin, tu comprends l'histoire que tu es en train de lire, tu sais absolument pas où ça va se terminer. Et en vrai, à la fin du tome 1, je ne comprenais pas, au dernier chapitre, je ne comprenais toujours pas où ça allait, en fait. Et je me disais, je sais comment il va finir ce livre, je ne comprends pas. C'est impossible de finir ce bouquin normalement, et il finit absolument pas normalement, et c'est génial.
Et en fait, grosso modo, pour pitcher un tout petit peu rapidement, en 12 minutes, le truc, c'est on va juste suivre deux narrations. Une première narration, c'est un mec qui a sa femme, son enfant et son chien, qui a hérité d'une maison de son oncle, qu'il connaissait à peine. Et quand il arrive dans la maison, ils emménagent. Il ouvre son testament, grosso modo, et il y a un seul truc noté dessus, c'est n'allez jamais à la cave. Point. Et bien sûr, il y va. Il y va et il revient genre 24 heures après. Genre de trucs, tu fais what the fuck. Et t'as une deuxième narration à côté de ça où tu suis, je crois qu'elle s'appelle numéro 56, je crois. Numéro 404 ou 400, je sais plus. La 400e fourmi asexuée d'une fourmilière qui est à Fontainebleau. Et on suit sa narration à elle. Et j'avais l'impression de regarder un des meilleurs documentaires Arte du monde parce que c'est ultra bien fait, précis. J'ai appris des trucs de ouf sur les fourmis. Et, la trophylaxie. Et t'as trop envie de lire son aventure à elle tout le temps. Et je pense que c'est 75% du bouquin, c'est sur les fourmis. Et sur comment ça se passe dans la fourmilière et dans leur univers. Et c'est merveilleux. Franchement, j'ai passé un truc. Et j'étais tellement content, j'ai enchaîné le tome 2 direct. Et j'ai du mal à m'arrêter de lire quand je commence à lire. Tu m'étonnes. Moi, j'ai des souvenirs de ce bouquin, mais c'est ouf, quoi. Ouais, je pensais pas du tout que c'était aussi incroyable. Ouf, en vrai. Je suis resté vraiment sur quoi quand je l'ai vu. Le seul de Werber que je te conseillerais en dehors de la trilogie des fourmis, c'est les Thanatonautes. Ah oui, on a beaucoup parlé. Ouais. Le reste, je suis pute. Je crois que c'était vachement moyen. Mais et même pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire ou les trucs comme ça, c'est hyper accessible. Les fourmis, ça se lit très très bien. Ouais, en fait, je pensais que ce serait un peu guindé. En vrai, non, c'est ultra simple, c'est agréable, c'est fluide. Pas de. Et il y a presque une notion d'horreur, en fait, de thriller d'horreur dedans qui est ouf. Je trouve qu'il est bien mené. Un peu, ouais. Ah non, c'est vraiment trop bien. Cutrus ? Ouais, moi je vais parler d'un jeu de plateau que j'ai testé sur BGA. Je l'ai pas fait en physique encore. J'aurais dû jouer ce soir, mais ouais, regardez comme je suis dévoué au podcast. Et ça s'appelle Beyond the Sun chez Rio Grande Games. C'est un jeu de stratégie où plus ou moins tu vas conquérir en fait c'est de la conquête spatiale. Tu vas conquérir les planètes. Et le jeu est pas forcément hyper beau. Au début, en plus, c'est un jeu de placement d'un ouvrier, ce qui est assez marrant, voilà. Et à côté, tu dois débloquer des technologies, tu dois aller conquérir avec ta flotte spatiale des planètes, etc., etc. Voilà, je vais pas rentrer dans le jeu et expliquer le système, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, ça faisait longtemps qu'il y avait un petit jeu de stratégie comme ça sur plateau qui m'avait pas hypé. Et franchement, j'ai trouvé ça ultra cool. Le truc complètement moi qui me rend fou quoi, enfin où t'arrives vers la fin de partie, t'es en train de réfléchir à tes combos, t'es en train de réfléchir à tes nombres de tours, etc. Enfin c'est voilà, donc moi c'est un des derniers jeux de plateau de stratégie que j'ai vraiment kiffé. Je sais pas si tu l'as testé, Zef. Non, mais j'avais pas une grande envie de le faire. Il me semble qu'il était très souvent en promo le jeu. Ouais, je suis en train de regarder justement, il me semble que il a tapé pas mal de promos pendant un temps, comme si c'était un fin de... Ou alors je le confonds avec un autre. Ouais, peut-être. Et donc ça m'avait pas ultra hypé en fait. En fait, il me fait envie sur le principe, mais du coup, voilà. Je suis en train de regarder en même temps, je suis pas sûr du tout, je crois que je confonds avec un autre. C'est une petite... C'est pas une... Ouais, tu sais pas, tu l'as pas vu en physique, non, okay. Si, j'ai regardé les photos, les trucs comme ça. Ouais, mais je crois que c'est une petite boîte qui est ultra bien remplie et c'est assez ouf, mais bon, bref, voilà. Bah écoute, ouais, je te conseille de le tester, franchement. Le jeu est moche, mais le jeu est vraiment cool, quoi. Franchement, il est assez profond, il est assez complexe. Chapeau. Ouais, faut jouer à Fédération, du coup, qui est un peu plus joli, du coup, qui est un peu la même ok, d'accord. Chaud. En plus, c'est le mec de Sorry We Are French qui est l'auteur, un des auteurs. Ah, trop bien. Voilà, c'est un petit coup de cœur, Anya. Chef. Ok. J'aime bien comme tout le monde se met à m'appeler chef pour aucune raison.
maintenant c'est la règle. Moi, je vais en profiter pour aussi caser un petit coup de cœur dans la même lancée que toutes les séries, mini-séries dont on vient de parler. J'ai regardé ou fini récemment, du moins, un truc qui s'appelle Black Earth Rising, qui est une mini-série britannique. Et qu'est-ce que c'est, grosso modo, le pitch? Je vais essayer de vous le faire en un peu concis. On va suivre en fait la vie de Kate Ashby, qui est en fait une enfant qui a été adoptée par une procureure britannique, mais qui surtout est une survivante du génocide rwandais de 94. Du coup, elle est élevée en Grande-Bretagne dans une famille, dans une famille, dans un milieu assez aisé. Mais elle traîne derrière elle un traumatisme assez important. Le premier épisode, on apprend qu'en fait, elle a essayé de se suicider et elle suit une thérapie pour ça. Mais j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que c'est un trait du personnage. Mais en tout cas, pour ceux qui en savent très peu ou pas du tout sur l'histoire du génocide rwandais, je trouve que c'est une belle entrée en la matière et ça remet pas mal de choses en cause, notamment ça approfondit un peu l'histoire, mais ça aussi met en avant des faits qui sont un peu passés sous la trappe, mais qui se sont aussi déroulés pendant cette période-là. Et ça remet surtout en place l'importance et la culpabilité de certains pays colonialistes qui étaient sur place et qui ont fermé les yeux et qui ont aussi participé à financer ce génocide. Pour des raisons politiques, bien évidemment. Non, je te crois pas. Oh non, c'était pas politique, je pense que c'est pour le pognon seulement. Ouais, voilà. Enfin bref, tout ça, vous avez un aperçu dans cette série parce que c'est un peu le fil rouge de cette série-là. C'est hyper intense, c'est super intéressant et surtout il y a des trucs assez chouettes en termes de réal. Kate, qui du coup va être aussi la voix narrative tout au long de l'histoire, va aussi parfois faire des apartés en racontant des faits de certains personnages et de son histoire perso à elle. Back to the Rwanda, quand elle était là-bas, et ça fait partie de des souvenirs ou des souvenirs qui ont été portés par d'autres personnages. Et c'est des choses qui sont narrées en termes de réal et en termes d'imagerie avec des séquences un peu dessin, un peu animation. Et je les trouve formidables. Je trouve que c'est juste dans la tonalité et c'est pas non plus trop. Et voilà, et je suis tombée là-dessus un peu par hasard, un peu comme Zef ou Netflix m'a un peu poussé ça. Et voilà, je vous le conseille si vous avez le temps et si ça vous intéresse. Elle a encore bien gay ça. Ouais. Oui, mais c'est intéressant. Je pense. Exactement. J'ai pas vu, mais... Je pense que c'est important de le savoir. Et c'est important de le savoir surtout. Surtout nous en tant que pays français. Voilà. Ouais, et il y a je retrouverai et je le mettrai dans la description, mais sur exactement sur ce sujet-là, il y avait À l'air libre, qui est l'émission quotidienne de Mediapart sur YouTube. Ils avaient reçu le journaliste qui était parti là-bas en immersion et qui a sorti un livre en fait là-dessus, et justement où il dénonce ce que tu disais, les manipulations politiques et surtout le silence de l'État français à ce niveau-là, etc. Je retrouverai ça et je vous le mettrai dans la description. Ça, c'est incroyable. Ouais. J'aurais... Quoi ? Non, j'aurais pas cru que l'État français c'est c'est fou. Hein. Ils en ont pas parlé. Ils ont pas fait exprès, je crois. Ah. Ils ont pas fait exprès, ils étaient là par accident. Ouais. Spoilez pas, s'il vous plaît. Certains de nos généraux ont participé au soulèvement civil. C'est ballot. Ça va. Enfin bref.
Il y a de super émissions sur France Info à écouter là-dessus, notamment dans les Fabrice Rouel, qui parle justement d'énormément de politique à l'étrangère pendant les années 90 de France, notamment la section Delta, qui est une des sections alors, attention, j'ai employé presque des gros mots, mais d'assassins à solde du président de la République française, et qui font des coups d'État et des missions d'assassinat sous la demande notamment de François Hollande ou de Sarkozy dans les pays du Moyen-Orient. Donc voilà. Ah, c'était dans l'émission qui n'existe plus là, Monsieur X, non, Ouais, un truc comme c'est ça. entre autres, ouais, c'était ça. Ouais. Oh là là, cette émission est ouf. Il y a un bouquin qui est sorti d'ailleurs. Et donc, le jour où j'ai appris ça, je me suis dit, ok, voilà. Que dire d'autre C'est je pensais ce qu'on pas. appelle grandir. On est sorti de la l'enfance plusieurs désillusion, fois avec ouais, ça. voilà, exactement. De toute façon, on vous met tout ça dans les refs du podcast. Alors, je tiens à le préciser, hein, encore une fois, c'est juste une entrée en la matière, c'est très global dans le traitement des faits historiques. Mais en tout cas, voilà, ça pose certaines bases et je trouve ça ultra attachant et ultra crève-cœur par moment. Donc voilà, allez-y si vous avez le temps. Et ben voilà, l'émission touche quasiment à sa fin. J'ai envie de remercier toute l'équipe pour vos chroniques de cet épisode. Je vais juste faire une petite parenthèse habituelle pour un rappel à nos auditeurs qui savent aujourd'hui que le Contrecast fait partie du VHS, donc Vaisseau Hypersensas, association qui se finance via un Patreon dont on vous filera le lien en description. Et que si jamais vous voulez nous témoigner un peu de votre amour et de votre soutien, c'est le moment. Comme une personne, un des Patreons qui a récemment... Tu peux me poser une question, s'il te plaît? Ah non, je peux poser une question plutôt. Ok, attends. Alors du coup, je vais finir. J'ai juste envie de vous dire qu'on est sur Spotify, Podcast Addict. J'y arriverai jamais de ce truc-là. Podcast Addict, Apple Podcast et plein d'autres médiums. Et avant la prise de parole de John, parce que je sens qu'il est chaud là. Je vais juste faire un tout petit tour de table des réseaux sociaux ou des actualités chacun. J'allais dire chacune, mais en fait, apparemment, il n'y a pas de chacune. Mais voilà. Du coup, tiens, John, pour commencer. Moi je suis sur Twitch ou même Instagram, allez, c'est la pub. De toute façon, moi c'est John Couscous partout, donc c'est facile à retrouver. Voilà. Queutrus? Moi, c'est Queutrus partout. Mais pas avec le partout, juste Queutrus. Underscore partout? C'est le tiré du 8? Underscore partout. Ah ouais, attends, merde, comment on va faire? Moi, c'est dans la description. Zef? Ça me rappelle une anecdote que j'avais en banque. J'avais une collègue, non mais le Queutrus partout, j'avais une collègue qui avait l'habitude de, quand elle donnait son adresse email, de rajouter le fait que le nom et prénom sont attachés. Et en fait, une fois, elle s'est rendue compte en le disant au téléphone. Alors, je sais plus comment elle s'appelait, je vais dire n'importe quoi, mais elle dit alors, mon adresse email, c'est joli machin qui se touche. Et elle s'arrête sur arrobas. Et en fait, elle s'est arrêtée sur l'image du truc. C'était trop marrant. Voilà. Elle rajoutait le qui se touche pour dire le nom prénom. Oui, pour dire le nom prénom se touche, en fait. Et du coup, la façon dont elle a dit avec l'arrêt mental, c'était trop fort parce que je pense que le mec en face était mort de rire. Enfin, le mec ou la nana d'ailleurs, je sais pas qui c'était. Mais du coup, voilà, Zephyriel partout. Hein. Voilà. Zephyriel partout. Exactement. Bah voilà, vous avez John, Queutrus et Zephyriel. Bonsoir. Ah non, ça va? Et toi, on te retrouve où, Anya? Ah oui, on te retrouve où, Anya? Moi, nulle part. Moi, je suis juste host de ce très très fameux podcast qui s'appelle le Contrecast. Mais sinon, sinon je suis pas très active sur le reste, donc je vais pas trop faire ma pub pour cet épisode-là. Donc démerdez-vous. Sinon c'est. C'est dans la description de toute façon. Sinon c'est dans la description, voilà, exactement. Et maintenant j'ai envie de faire un roulement de tambour parce que en fait je suis en train de me dire ça mériterait presque un jingle. Non. Est-ce que ce serait
pas le moment, John, pour ta petite blague. J'ai pas de blague, j'ai une question. C'est pas une blague. Non, j'ai pas une blague. pardon. Non, en fait, je voulais vous demander quel est le point commun entre le dernier patriote qui a rejoint le vaisseau et qu'on remercie, mais dont on taira le nom parce qu'il paye pas assez cher, et un je jeu. veux pas dire ça. C'est Ah non, pardon. Non, je la refais, mais dont on taira le nom parce qu'il ne donne pas suffisamment assez pour être cité. Oh Donc, là on là, tu dira. peux pas dire ça en plus, c'est le tuer. Non, tu peux pas dire ça non Ah, plus. Ouais. tu vas le tuer, Cite-le, le pauvre. cite-le, le mec, c'est moche. Bah attendez, mais pour l'instant, j'ai pas fini ma question. Là, c'est la première partie. Parce que c'est un point commun, hein, j'ai pas dit la suite. Ça arrive, Et- quoi. Et non, c'est pas un rebut. Et un jeu que j'ai platiné sur PS5 après 81 fabuleuses heures de jeu. Et c'est un point commun en fait. Donc faut trouver quel est le point commun entre ces deux choses. La taille La taille de le quoi nombre d'étoiles Je sais pas. Too soon, Zef, too soon. Je sais pas. Ah, c'est pas évident. La sachant couleur, que- la couleur Ah, Non, j'ai pas les infos. J'ai pas les infos des deux côtés. Je peux pas savoir. Le nombre de lettres dans le nom. Si tu sais que je parle de Hades par exemple, voilà, parce que je l'avais pas encore On a cité dit dans le Hades. podcast. Ah oui. Ouais, voilà, il Non, fallait- mais fallait. attends, on a, J'étais obligé. on a fait un bingo sur le Hades, là, c'est chaud. Hein. Ouais, je l'ai Non, j'avoue, on je l'ai coche préparé. les cases, on a parlé de The Office, vous avez dit que j'étais vieux et Putain, vous êtes trop vous avez lourd, dit moi, j'ai pas parlé de C'est ça. Magic and Lost, c'est bon. Il y a le prochain extension Si, de on a Magic. dit Non, mais Lost. tu vois, Lost, Tu en vois, plus, par contre, si Lost, on l'a. C'est vrai, dire on l'a ça. cité, mais je vous ai dit que la Ouais. nouvelle extension de Magic, elle sortait en fait 18 février. Ouais, elle s'appelle Dark Souls. Non, c'est pas ça. Ah non, ok, non. Non, C'était elle, drôle. elle s'appelle Kamigawa. Et c'est tellement ouf. Merci d'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain. Voilà, japonais. merci Ça a l'air trop bien. C'est un peu stylé, néon et tout. C'est trop Ah bien. ouais. Bon, oui, du coup, vous avez compris fait- ma question et le point commun. Donc, il y a 5 lettres à Hades et à Poldo. Voilà. Et du coup, c'est toi qui reprends, je crois, Anya, après cette question. Tout ça pour dire, 5. mettez-nous 5 étoiles, parce que c'est super cool. Et comme vous l'avez compris, le truc, le message, je sais plus. Horrible. 5 J'en peux plus. 5 étoiles. Je pense que là, c'est le moment où on se dit, ok, on va se quitter là. Comme les doigts de la main. Je pense que vous pensez que j'ai oublié, mais je pense qu'il est encore temps de se dire bonne année, puisque c'est le Bonne premier année épisode de janvier. Bonne année. Je pense que pour Zef, les Gardiens de la Galaxie, ça rentrera dans le tableau du bingo aussi. Non, Bien. c'est trop bien. Franchement, je suis chaud. jouer à un jeu juste pour la narration. Elle est trop bien, la narration. Enfin, les dialogues sont ouf. Bah Voilà. C'est juste que du coup, le jeu il dure 20 heures. C'est chiant. Pour tous les gens qui ont skippé les parties où on parle vraiment des Gardiens de la Galaxie, ils vont acheter le jeu grâce à toi, Zef. Bah ouais. Voilà. Il devrait pas. Regardez un replay. Les bonnes Voilà. recos du Contrecast. Dans tous les cas, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et de nouveaux sujets. Merci à tous. Et là, j'ai Salut. bien foiré mon départ. Mais Ils c'est ont pas sorti grave. sur MTGA, ils ont sorti une nouvelle truc jouer Ah ouais, à c'est Magic vrai. Alchemy qui est trop bien, qui modifie tes cartes dans ta main directement. C'est pas mal. Non, mais c'est bon, là, la musique elle tourne et c'est fini là. C'est bon. Ouais, c'est fini, ouais.